Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous du Forum des rédactions. C'est toujours pour nous un plaisir de vous retrouver au carrefour de l'actualité, cette émission qui donc donne rendez-vous aux analystes politiques pour parler de l'actualité de la semaine, les faits marquants de la semaine écoulée. Merci une fois encore de votre fidélité. De quoi allons-nous parler sur ce débat? Nous allons parler de la visite des députés LD à Maître Adrien Roumbédi, possible repositionnement politique de ce dernier pour 2026. C'est vrai que tout à l'heure, vous allez comprendre que ce n'était pas l'objet de la visite et que cette visite ne pourra pas nécessairement amener Maître Adrien Roumbédi à se repositionner politiquement, mais il est normal que nous nous posons cette question compte tenu des commentaires de Maître Adrien Roumbédi ces dernières semaines. Nos analystes politiques vont répondre à nos questions dans un court instant. Nous irons après en Côte d'Ivoire pour parler donc de Tidjane Thiam radié, de la liste électorale par la justice ivoirienne. Le retour des vieux démons, c'est une interrogation puisque Tidjane Thiam, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le candidat désigné par le parti PDCI. Et voilà, qui depuis le 22 avril est surpris de constater que la justice l'a radié parce qu'on dit qu'il n'a pas renoncé à la nationalité française conformément au test en République de Côte d'Ivoire. Vous en saurez un peu plus au cours de cette émission. Voilà un peu l'ossature de cette émission. Je vais observer une courte pause avant de revenir pour vous présenter les débatteurs. Allez, à ma gauche, c'est Hugues Hector Zogo qui fait son retour. Hugues Hector Zogo, bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir Oumar, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir également à tous les internautes qui nous suivent sur cette émission. Merci à Oumar Adéandjou qui est toujours présent sur ce plateau. Oumar Adéandjou, bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir Hector, bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir en tout cas pour moi d'être toujours présent. Bon, je rappelle que vous êtes tous les deux analystes politiques, vous êtes journalistes. Merci également pour tout ce que vous allez apporter en 52 minutes à cette émission. C'est Marcel Hiedo qui réalise cette émission avec au son Emmanuel Agbodjelou. Merci à tous les autres qui sont dans l'ombre. Modeste Mondekondi, grâce à qui vous nous suivez sur YouTube, mais également Martin Toinset qui est à la diffusion de cette émission. Vous avez suivi l'actualité, Oumar Adéandjou, Hugues Hector Zogo, cette semaine. Oui, les démocrates ont donc rendu une visite, je vais dire, digne du nom au président, Maître Adrien Roumbédi, à son domicile à Porte-Novo. Et lorsqu'on connaît le ton de l'homme désormais, lorsqu'on sait qu'il prône la non-exclusion, qu'il parle de pays gouvernés par tous ses fils, lorsqu'on sait qu'il parle désormais de moments de gloire pour la démocratie, retourner au moment de gloire et tout, on comprend que les démocrates se retrouvent à travers les propos tenus dans de grandes instances désormais par Maître Adrien Roumbédi. Cette visite-là, ils l'ont fait. Je me retourne vers vous, Hugues Hector Zogo. Cette visite du parti, des membres du parti Les Démocrates, lorsque vous avez eu l'information, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Il faut déjà commencer par saluer Maître Adrien Roumbédi. Pourquoi Pourquoi vous le saluez? Je le salue parce qu'il est en train de travailler à l'animation de la vie politique. D'accord. Donc je salue cet effort-là qu'il fait au regard de son âge, 83 ans, et continuer par être actif, donner son point de vue sur l'actualité politique, ce n'est forcément pas gagné à l'avance. Donc pour ça,
je reconnais ce mérite. Et Maître Adrien Ngouilly, c'est quand même une grande figure politique de notre pays. Il a occupé 3 fois le poste du président de l'Assemblée nationale. Il aurait pu se retrouver être président de la République. Oui. Malheureusement, il n'a pas eu cette chance. Et toutefois, il a pu quand même travailler aux côtés de grands leaders politiques qui, d'une manière ou d'une autre, se sont retrouvés à faire élire ou à occuper le poste de président de la République. D'ailleurs, il est aujourd'hui en plein pied à soutenir les différentes actions, les différentes réformes du président de la République, Patrice Talon. Et quand on travaille à accompagner quelqu'un comme Patrice Talon et qu'on se retrouve encore à faire des déclarations, vous convenez avec moi que ça puisse susciter davantage d'intérêt. Parce que Patrice Talon, comprends que vous ironisez plutôt. Ce que je peux quand même dire, c'est que Patrice Talon n'est pas ce chef d'État-là qui fait autant de sorties, autant de déclarations. Et donc, parfois, les personnalités qui se retrouvent dans les premières lignes à pouvoir le soutenir dans sa politique de gouvernance, dès que ces personnalités commencent par prendre la parole, ça suscite encore plus d'intérêt au niveau des communautés et mieux au niveau des partis politiques. Donc c'est heureux qu'on constate tout cet engouement aujourd'hui autour de cette figure de Maître Adrien Ngouilly. Oui. Mais quand je finis de signifier tout ça, je suis un peu perturbé. Pourquoi? Perturbé par... Qu'est-ce qui vous perturbe? Ce qui me perturbe, c'est la posture dans laquelle je retrouve aujourd'hui Maître Adrien Ngouilly. C'est une posture normale. Elle aurait pu être normale si l'on ne parlait plus du renouveau démocratique au niveau du parti l'Union progressiste. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, le PRD qui s'est rallié, je n'ai pas le mot exact, parce que est-ce une fusion, est-ce un ralliement? Il y a une expression juridique. Il y a une expression juridique qu'ils utilisent en parlant du cheminement du renouveau démocratique vers l'Union progressiste qu'on a connue et qui a donné naissance à l'Union progressiste, le renouveau. On a gardé le renouveau pour lui. Voilà. Et donc, je suis un peu peiné parce qu'il fait des déclarations qui ne répondent malheureusement plus aux idéaux du parti auquel il appartient. C'est des déclarations d'un digne fils du pays. Ça fait de l'indiscipline. Non, pas du tout. Bien évidemment. C'est des déclarations qui appellent à la cohésion sociale, à la paix et à l'unité. Et non à l'exclusion. Avant de parler de cohésion, d'accord, au sein d'une nation, il faut parler de la cohésion au sein de votre famille politique. Et quand on est une référence, parce que je parle de Maître Adrien Ngouilly, c'est une référence. Quand on est une référence, quand on a occupé 3 fois le poste de président de l'Assemblée nationale, il y a des déclarations. Avant de pouvoir les faire, on regarde le timing et on se pose la question de savoir quel pourrait être l'impact de ces déclarations-là. On se retrouve dans une période assez sensible. La période où on est en train de préparer les élections générales de 2026. On n'a jamais assisté, par exemple, à une année électorale au cours de laquelle on a eu droit aux élections communales, législatives et puis présidentielles. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays depuis 1960 où notre pays a accédé à la souveraineté internationale, qu'on se prépare à ce grand rendez-vous politique. Et donc, normalement, cette période qu'on est en train de traverser devrait être une période au cours de laquelle tous les leaders politiques devraient faire très attention par rapport aux différentes déclarations qu'ils font. Et c'est pour ça qu'il ne doit plus parler? Je ne dis pas qu'il ne doit plus parler. Mais s'il a des choses à pouvoir reprocher à sa propre famille politique, il y a le cadre pour pouvoir l'exprimer. Ce n'est pas la rue qui devient, en fait, l'espace privilégié. Parce que le faire de cette manière... Ça vous dérange? Quand vous le faites de cette manière-là, ça voudrait dire que vous-même, vous manquez... C'est comme si vous donnez l'occasion aux gens de vous manquer d'égard. Maître Adrien Ngouilly, ce n'est pas un simple militant.
c'est quand même une grande figure, au-delà de tout ce qu'il a occupé comme poste. D'abord, au niveau de son parti politique, il y a des postes institutionnels qui lui ont permis d'être qui il est aujourd'hui. Et quand on cite les grandes figures politiques de notre pays, il doit forcément se retrouver parmi les 5 premières figures qui, normalement, prenant la parole ou faisant des recommandations, doivent pouvoir être écoutées. Et pour le faire, il y a forcément un cadre. Il y a un cadre. Le cadre, c'est quoi? Parce que pour moi, le cadre, c'est chercher à rencontrer le président de la République. C'est le président de la République qui a l'Union progressiste? Le président de la République n'est pas l'Union progressiste, mais le président de la République a 2 partis ou plusieurs partis politiques qui le soutiennent. Et donc, s'il fait passer ses recommandations, ses propositions... Et on vous a dit qu'il ne l'a pas fait? Je dis, s'il fait passer ses recommandations, ses propositions au niveau de l'Union progressiste de renouveau, et que le bureau national, le bureau exécutif national du parti ne l'écoute pas, lui, il a la possibilité d'aller bien au-delà. Moi, je ne peux pas appeler, par exemple, le président de la République. Donc, c'est vous qui ne savez pas que Joël Aïwo est en prison, que Rika Matougou n'est pas en prison, que d'autres sont en prison. Bien évidemment, c'est ce que je dis. Vous ne savez pas ça. C'est-à-dire que quand vous avez en face de vous un dirigeant, il faut essayer d'étudier ce dirigeant-là pour savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Vous n'allez pas affronter un président de la République dans la rue et attendre un résultat. Quel résultat pouvez-vous avoir? On va arriver au résultat tout à l'heure. Je vais me tourner vers Oumar Yanjou. Oumar Yanjou, vous aussi, vous avez appris cette visite du Parti Les Démocrates à l'ancien président du PRD. Oui, bon, ce parti qui n'existe plus. Oui, sur le plan juridique. Qui n'existerait plus. Non, qui n'existe plus. D'accord. Pourquoi vous hésitez à le dire? Il y a le R qui est parti de l'autre côté déjà. C'est parti qui n'existe plus, d'accord, mais dont l'ancien président donne de la voix depuis peu. Cette visite, ça vous a inspiré quoi? Non, ça m'inspire le commentaire suivant. Il n'y a rien d'abord de surprenant dans la visite des députés, les démocrates, au domicile de Maître Adrien Mbridji. Il n'y a rien de surprenant? Non, il n'y a rien de surprenant. Pourquoi ils n'ont pas rendu visite au président Amoussou Bruno? Oui, Bruno Amoussou n'a pas fait de déclaration qui pourrait les pousser à lui rendre visite. Quand vous regardez aujourd'hui les déclarations de Maître Adrien Mbridji, c'est un appel d'air forcément pour tous ceux qui partagent un peu sa vision. C'est-à-dire c'est une porte qu'on ouvre. Écoutez les amis, je suis avec les autres, mais je parle désormais comme vous. Donc les autres y vont pour voir ce que on peut gratter là, comme on dit. Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner là? Parce que Maître Adrien Mbridji, tout seul comme ça, écoutez-moi, c'est toute une masse derrière. Et moi j'en connais, oui, j'en connais. Il y a des gens qui font partie des pionniers du PRD. Tu ne leur dis pas autre chose que le PRD. Hein. Dès que tu dis PRD, enfin, laissons même PRD, dès que tu dis Maître Adrien Mbridji, la vieille est déjà prête à écouter, le vieux est déjà prêt à allumer sa radio pour dire mais qu'est-ce qu'il nous dit? Agbe veut nous dire quoi? On veut écouter. C'est important. Voilà. Donc, les autres étant conscients de cela, on a désormais la même rhétorique, on a désormais les mêmes revendications, même s'il n'a pas déclaré qu'il est avec nous, on va quand même vers lui. On a quelqu'un qui parle comme nous. On va s'empêcher de voir ce qu'on peut gratter là. Non, il faut y aller, il faut discuter avec lui, il faut en parler avec lui. Comment est-ce que vous nous aidez désormais qu'on a le même combat, puisque votre combat est désormais notre combat désormais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que c'est un peu cette logique-là aussi. Vous voyez un peu. Et l'autre chose, moi qui me surprend comme Hector a dit, dans la logique de Maître Adrien Mbridji, c'est que, souvenez-vous, quelques années en arrière, lorsqu'il était devant, comment on appelle, habillé en costume, devant le président de la République, quand il vantait les réformes, quand il disait il faut absolument aller vers ces réformes, il faut faire ci, il faut faire ça, tout ça, en ce moment, il n'y avait pas de problème. Mais il n'avait pas dit de mettre quelqu'un en prison? Non, il n'a pas dit de mettre quelqu'un en prison, je suis complètement d'accord avec vous. Voilà. Mais moi, je n'ai pas dit que c'est le chef de l'État. Bon, alors... Non, mais quand vous le dites comme ça, le commun des mortels, le reflet que ça leur envoie, c'est comme si on dit que c'est le régime qui met finalement les gens en prison. Bon, moi, je ne suis pas dans cette logique-là. En tant que journaliste, c'est la justice qui fait son travail. Oui, voilà. En tant que journaliste, je me contente de l'information
officiel. Maintenant, les sous-entendus et tout ça, si vous voulez, quand on va quitter la place publique, là où nous sommes là maintenant, on pourra parler des sous-entendus après, entre nous, sans être obligé. Parce que vous savez, il y a des lois dans le pays que nous devons respecter aussi. C'est là où j'apprécie candidat Zanaï. Quand il parle jusqu'à un moment, il vous demande, vous voulez qu'on me parle de harcèlement par voie électronique, vous voulez qu'on m'envoie un message. Voilà. Donc moi, je suis un peu dans cette logique-là. Si vous venez avec une information très officielle, on va l'analyser de part et d'autre. On va dire tout ce qu'il y a autour de cette information officielle-là. Mais quand ça rentre dans des histoires de complot où on n'a pas forcément les preuves, on va faire ces débats-là dans l'arrière-cour après. Mais là, tout de suite... Les gens qui sont en prison, c'est la justice qui leur reproche quelque chose. Oui. On est tous d'accord. Oui. Maintenant, le fait que la justice aujourd'hui leur reproche des choses, cela, comment on appelle cela, pousse certains à expliquer cela comme une certaine instrumentalisation de la justice, comme si on manipulait en fait la justice pour pouvoir donc servir le pouvoir en muselant finalement les opposants. Ça, c'est ce que certains donnent comme explication. Et aujourd'hui, il est pratiquement dans cette logique-là avec les autres aussi. Et donc, ils se sentent plutôt proches. Et peut-être ils ont envie de mener un combat avec lui. C'est-à-dire, sur le plan politique, aller contre le régime, contre donc, le régime du président Talon, avec Maître Adrien Oumbédi désormais. Et ça, c'est possible pour eux puisqu'ils parlent désormais le même langage. Mais moi, je voulais dire quoi? C'est-à-dire, je disais que c'est avec la même franchise, le même ton, toute la verve qu'il faut, qu'il disait dans le temps que c'était important que le président Talon aille vraiment dans les réformes, bouscule les choses, change les choses. J'ai bien vu, parce que tout était à terre. Il avait dit lui-même, il avait tout expliqué dans le temps. Et il revient... Du pays fragilisé. Voilà, il revient, quand l'autre a entamé les réformes maintenant et que les choses sont en place, il revient maintenant avec la même verve, le même ton, mais cette fois-ci pour dire, pour demander autre chose, il dit non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que cette manière de faire, bon, moi, à mon avis, c'est pas très intéressant quand on est dans la même formation politique. Ça, c'est ce que moi, je voulais dire. C'est pas très intéressant. Il a le droit. Il a le droit d'exprimer ce qu'il veut. Ça, il ne faut pas le lui dénier. Ça, il a ce droit-là. Mais ce que je dis... Il est dans la même formation politique. Oui, il ne s'est jamais exprimé au nom de l'UP Le Renouveau. Le R est venu Est-ce qu'il est monté au créneau pour dire qu'il est membre de l'UP Le Renouveau? Il a dit une fois dans ses propos, moi, en tant que membre de l'UP Le Renouveau, il s'est exprimé comme ça une fois déjà. Moi, je ne l'ai jamais peut-être entendu, il n'a pas besoin de le faire, mais c'est un membre très influent, c'est le membre qui est venu avec le R, ce gros R-là, il a apporté lui seul ce R-là, dans comment on appelle. Mais vous avez oublié qu'il aime bien, qu'il ne fait pas ses phrases sans évoquer le PLD à l'époque. Vous avez l'arc-en-ciel au niveau. Voilà, l'arc-en-ciel, il est venu avec le R et l'arc-en-ciel, donc rassurez-vous. Normalement, au sein du parti, il aurait pu faire donc, ce débat-là, dit tous ces désiderata à, comment on appelle, aux responsables du parti et si possible même au chef de l'État, puisqu'ils sont de la même formation, ils sont de la même mouvance. Il a l'oreille du chef, il aurait pu le lui dire. Moi, c'est la seule chose que je dis. Quand on est de la même formation politique, à mon humble avis, on devrait pouvoir s'exprimer au sein du parti, dire ce qu'on pense, l'exprimer clairement. Maintenant, la visite des démocrates, moi, je ne leur en veux pas. Les démocrates ont le droit d'aller là-bas, mais c'est y aller même le plus rapidement possible. Je l'ai dit tantôt, je ne parle pas d'appel du pied pour ne pas dire que le président Oumbédi leur fait signe. Non, mais c'est un appel, c'est une brèche qui est ouverte. Parce que tout simplement, il tient donc les mêmes propos qu'aujourd'hui. Il parle exactement comme les opposants du régime. Donc, finalement, on se demande, Maître Adrien Oumbédi, opposition, mouvance, on est où exactement? Il est où exactement? On se pose cette question-là, finalement. En fait, c'est là où je dis, les démocrates ont bien raison d'y aller, d'aller voir ce qu'ils peuvent en tirer. Et il y a beaucoup à en tirer. Sur le plan, on va dire, comment on appelle, de la masse électorale, sur le plan de l'électorat, je dis, il y a beaucoup de choses à en tirer. Maître Adrien Oumbédi, c'est un monument, c'est un monstre politique qui peut les aider, ne serait-ce que dans les circonscriptions autour de Porte-Novo et tout ça. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect. La question, Maître Adrien Oumbédi, opposition, mouvance, reposition, appel de pied. Nous allons suivre la déclaration du vice-président du parti Les Démocrates à la sortie de cette audience avant de revenir répondre à la question, les questions que je viens d'évoquer.
le président Mbeki a depuis peu révélé à nouveau son attachement à un certain nombre de valeurs, les valeurs de liberté, les valeurs de justice, de démocratie. Et donc, ces valeurs de non-exclusion sont conformes à ce que les démocrates défendent depuis très longtemps. Ça fait 9 ans, ça fait pratiquement 10 ans que les membres du Parti Les Démocrates et les responsables prônent la non-exclusion. Ça fait longtemps que nous insistons sur la nécessité que le pays soit gouverné avec l'ensemble de tous ses fils. Et nous apprécions, voyons le président Adrien Mbeki revenir sur ces valeurs, malgré son positionnement politique au sein de la mouvance présidentielle, au sein de la majorité présidentielle. C'est cela que nous sommes venus saluer. À 83 ans, en principe, il devrait être dans son lit, il devrait être avec ses petits-enfants, mais il a choisi, au risque de se faire lyncher par qui vous imaginez, il a choisi de revenir sur cela, d'insister, de travailler pour que le renouveau démocratique prenne corps dans notre pays. C'est cela que nous sommes venus saluer, nous sommes venus lui dire tout notre soutien dans le combat qu'il partage avec nous. Et nous lui avons dit que nous étions disponibles, prêts à travailler ensemble pour que notre pays revive ces moments de gloire démocratique, ces moments de gloire de justice, ces moments de gloire de rassemblement de ses fils. Nous avons salué son détachement vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui auraient pu le freiner et qui auraient pu l'empêcher de dire ce qu'il pense, de dire ses convictions et de travailler pour que le Bénin redevienne le Bénin que nous avons tant chéri, que nous avons tant aimé, que nous apprécions. Voilà ce que nous sommes venus faire. Et ceci, nous l'avons fait en lien avec tous nos militants, tous les Béninois. Nous l'avons fait en lien avec le président du parti. Alors, retour sur ce plateau, donc, oui, avec ce message, oui, à la sortie de l'audience du vice-président Éric Ndete. Et voilà, lorsque l'on a 88 ans, comme le pape Jean-Paul II, et qu'on est rappelé par Pape François, merci, excusez-moi, merci, Pape François, et qu'on est rappelé par Dieu, ça veut dire que on atteint un âge où on n'a plus rien à gagner, on n'a plus rien à perdre. Maître Mbeki, Adrien Mbeki a aujourd'hui 83 ans. Et à l'âge là, faut-il rester dans la vérité ou faut-il continuer au nom de ce que l'on appartient à une mouvance ou au nom de ce que l'on appartient à une opposition? Ne pas dire ce qui démange, ce qui dérange. C'est à cette question que vous allez répondre maintenant. Parce que, oui, 93 ans, on va vers là où vous savez. Et faut-il encore faire le jeu de j'appartiens à la mouvance, j'appartiens à l'opposition, donc je dois respecter comment vous appelez ça la discipline de groupe. Oh là là. Attends, est-ce que c'est pas l'âge le plus intéressant même pour être le plus discipliné possible? Ah bon? Oui, parce que le reflet qu'on voit finalement aux populations, c'est quoi? Lorsqu'on n'a plus rien à perdre. Non, mais attendez. Lorsqu'on n'a plus rien à perdre. Attendez, je vais vous dire une chose. Il faut qu'on se comprenne très bien. Le fait que Maître Adrien Mbeki s'exprime sur l'actualité politique, moi ça me réjouit et c'est là où je suis complètement d'accord avec Hector quand il dit il anime la vie politique. Ça me réjouit énormément, on en a besoin que des anciens comme ça viennent et donc donnent leur avis, c'est bon pour ceux qui sont au pouvoir et ceux aussi qui sont dans l'opposition pour savoir sur quel pied danser, quels sont, comme on appelle, les combats qui ont été menés pour qu'eux aujourd'hui puissent faire de la politique. Je suis complètement d'accord. Je suis même pour qu'ils le fassent régulièrement. Ça, c'est normal. Mais quand il le fait de cette manière-là, ça aussi, c'est critiquable. Et c'est ce que moi, enfin, pas que je dénonce, mais sur lequel j'attire l'attention. On est dans une formation politique, on est dans un groupe et on fait fi de tout ce qui
un rapport avec la discipline. Et du jour au lendemain, comme ça, on retourne kazakh, on se dit, voilà, c'est moi, dans tous les cas, j'ai mon franc-parler, je dis ce que je pense, voilà. Et comment on appelle les critiques, les mots qu'on emploie ne sont pas de nature à, comment on appelle, à respecter finalement les éléments que défend donc notre mouvement. Donc ça veut dire quelque part que on ne comprend pas. C'est justement ce que je dis. À 83 ans, on n'est plus obligé de respecter les mouvements, de défendre des intérêts d'un mouvement auquel on appartient. Justement, c'est pour vous dire que possible repositionnement politique de ce dernier pour 2026, ce n'est pas à l'âge là qu'on se repositionne. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire en m'exprimant ici. Sautez le point d'interrogation. C'est possible repositionnement politique de Maître Adrien Ngouédji. Oui. Il n'y a pas de point d'interrogation. Est-ce que c'est à l'âge là qu'on se repositionne? Pour aller chercher quoi? Mais à quel âge on ne peut pas faire de la politique? 83 ans, il veut chercher quoi? À quel âge on ne fait pas la politique? C'est un poste ministériel, c'est un poste présidentiel, il cherche. Oui, moi je pense qu'on va peut-être lui adresser cette question-là spécialement. Non, j'avoue que ça reste la question. Puisque vous avez sauté le point d'interrogation. Oui, je saute le point d'interrogation parce que moi je pense qu'on peut l'analyser comme ça. Maître Adrien Ngouédji a toujours été un homme politique très influent dans sa circonscription électorale. Même au Bénin de stratégie politique vous voyez derrière le comportement du patriarche? C'est justement, moi ce que je comprends, c'est ce repositionnement-là. Forcément, il a envie de se repositionner. Se repositionner pour des raisons bien précises. Parce que dans le groupe où il n'a plus peut-être la parole, peut-être dans le groupe où il est, sa voix ne porte plus, peut-être dans le groupe où il est, il y a peut-être des accords qui ne sont pas respectés parce que le R et l'arc-en-ciel ne sont pas partis là-bas par hasard, et on s'entend sur un certain nombre. Est-ce que tout ce sur quoi on s'est entendu a été respecté? Non, on ne sait pas. Donc, il y a des raisons certainement qui le poussent aujourd'hui à changer de langage vis-à-vis de ses camarades. À tourner kazakh. Oui, à retourner kazakh. Si il change aujourd'hui de langage et que ça intéresse, son propos désormais intéresse une autre mouvance, une autre obédience, il n'y a pas de raison que ceux-là aussi ne s'approchent pas de lui. C'est la scène politique, c'est comme ça. C'est un perpétuel mouvement. Tout le monde, ça bascule, c'est comme ça. Et surtout que nous, nos hommes politiques, n'ont pas d'idéal. Si c'est comme ça, ça bascule, on ne doit pas le condamner. On ne va pas lui jeter la pierre. Non, mais vous savez, quand c'est comme ça, ça ne veut pas dire forcément... Vous savez que c'est comme ça, et pourquoi on lui jette la pierre? Quand c'est comme ça, quand on fait comme ça sur la scène politique chez nous, ça n'est pas... Vous avez dit que c'est comme ça? Attendez, oui, c'est comme ça chez nous. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure manière de faire. C'est pas ce que ça veut dire. Ça dénote également d'une certaine immaturité chez nous aussi, chez nos hommes politiques, où on n'a pas d'idéal, on va selon ses propres intérêts du moment. Intérêt égoïste, on s'en fout. Aucun d'entre eux ne peut venir dire le contraire de ce que je dis là. Ils s'engagent en politique pour quel idéal? Qu'ils viennent nous dire. Et moi, je les veux un à un, que chacun vienne comme ça se mettre devant moi. Oui, moi, je me suis engagé en politique parce qu'il y avait tel idéal. Non, c'est zéro. Ça sera de la poudre aux yeux, tout ce qu'ils diront. En réalité, chez nous, les politiques s'engagent en politique pour leurs propres intérêts. Parce que pendant très longtemps chez nous, la politique a été le seul ascenseur social qui marche, mais d'une manière fulgurante. Tu pouvais passer de, comment on appelle, de l'échelle botte d'un homme politique à tout de suite député. Donc, l'ascenseur social marchait mais très vite à une vitesse exponentielle et tout le monde s'engouffrait. Là, pour faire la politique chez nous, on sait comment ça se fait. On n'a pas besoin d'idéal. On a besoin juste d'être un bon tribun, quelqu'un qui parle très bien, qui sait haranguer les foules et quelqu'un qui est capable aussi peut-être quelquefois de mettre la main à la poche, faire des dons. Vous voyez, je vous donne ça, demain là, c'est nous on vient, on va changer les choses dans le pays. Vous savez, vous avez compris. Et alors que l'objectif est bien différent, on sait pourquoi chacun s'en va. C'est pour le partage du gâteau à la fin. Oui, c'est pour qu'on lui donne aussi un poste, c'est pour qu'on donne un poste à ses amis, c'est pour que donc il continue d'exister sur le plan politique. Donc voilà un peu les raisons. Moi, je pense aussi que ça a rapport également avec une envie de se repositionner. Il n'est plus peut-être trop écouté là-bas. En tout cas, il y a des problèmes peut-être avec les autres. Comme vous ne voulez pas m'écouter à l'interne, je vais le dire sur la place publique et on va voir le résultat finalement. Très bien. Hugues Hector Zogo, vous avez suivi Oumar Léon. Oui, je voudrais déjà mettre un peu de bémol dans ce qu'il dit par rapport il a sauté le point d'interrogation. aux hommes politiques. Tous les politiques que nous avons au pays
ne le sont pas parce qu'ils recherchent quelque intérêt pécuniaire. Je ne vais pas vous contredire. Bon, je laisse comme ça. Je vais donc avancer avec Maître Adrien Hongwegui pour lui rappeler en 2018 des propos qu'il a pu partager avec la scène internationale. Des propos qui, en réalité, ont permis de découvrir que le président de la République actuelle, Patrice Talon, a effectivement eu raison d'avoir pensé dans son programme de société à ce qu'on pourrait appeler des réformes, que ce soit politiques ou d'ordre institutionnel. Je le cite. L'État que vous avez hérité était un État fragilisé. Oui, c'est ça, c'est ce propos-là que fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel tout, ou presque tout, devrait être réformé. Il n'a pas utilisé décapité. Et c'est à cette rude épreuve de réforme que vous vous êtes attelé depuis bientôt 2 ans. Nous étions en 2018. Fin de citation. Ce sont des propos de Maître Adrien Hongwegui. De ces propos, je note 2 choses fondamentales. Première chose, c'est qu'il nous a présenté le paysage dans lequel le président Patrice Talon est venu retrouver le pouvoir d'État. Un paysage où il le qualifie de fragilisé. C'est pas alarmiste. De fragmenté. C'était alarmiste aux yeux de banaliser. Et il dit même que c'est descendu de son piédestal. Et pour certains, je vais vous renvoyer à une image aussi sensible. Cette image où on voit plusieurs de nos compatriotes conducteurs de ZEM portant ce qu'on appelle leur maillot jaune faire la queue devant le palais de la présidence. Ils allaient à la recherche de quelques... Ils allaient chercher des clients à la présidence. À la recherche de quelques billets de banque. Mais c'est normal, ils allaient chercher des clients à la présidence. Et c'est ça ce qu'il était en train de dire. N'oubliez pas les bonnes dames aussi qui s'alignaient après les ZEM. C'était groupe par groupe, corporation par corporation. Voilà ce que... Les bonnes dames conduisaient ZEM aussi, vous voulez dire. Voilà ce que Maître Adrien Hongwegui décriait en parlant de descendu de son piédestal. Oui, effectivement. C'est-à-dire, on n'avait plus l'autorité d'État. Ouais. On n'avait plus l'autorité d'État. On avait le contrôle des billets. Vous aviez le contrôle des billets, oui. Parce que lui-même, de par le passé, a été l'acteur principal qui nous a permis de mettre les billets dans la politique. Quand on se réfère à l'histoire, 1990, juste au lendemain de la conférence nationale, on veut organiser les élections présidentielles de 1991. Oui. Mais qui est l'acteur politique qui a pu mettre l'argent dans le système pour l'achat de l'électorat, si ce n'est pas Maître Adrien Hongwegui? Oui, mais c'était des moments de gloire, selon lui. Non, ce n'est pas des moments de gloire. La démocratie, non. Des moments de gloire en ce moment, selon lui. À la limite, on parlait de moments de gloire parce que c'était de l'ironie politique. Mais lui-même, en faisant le bilan au président de la République en 2018, je viens de vous rappeler ses propos. Voilà les différents adjectifs qu'il a pu utiliser en parlant de l'État béninois. Ouais. Et je vous ai dit tout à l'heure... Donc, quand on dit ça, on n'a plus le droit de... Quand on dit ça... De dire que ça ne va pas? Ça, c'est la première chose. Quand on en dit ça, on n'a plus le droit de dire après que ça ne va pas? Non, attendez. Si ça ne va pas? J'ai parlé de 2 éléments. J'ai parlé de 2 éléments. Qu'est-ce qui vous fait rire? Des 2 éléments, je vous ai présenté le premier. Il reste le second. Dans la même déclaration, il dit exactement ceci. Bon. Et cette rude épreuve de réforme que vous vous êtes attelé à faire depuis pratiquement 2 ans. Donc lui-même, il reconnaît que des réformes, pour les opérer, c'est une épreuve rude. Ouais. Alors, quand vous savez que vous avez un chef d'État qui s'investit aux réformes et que cette épreuve-là, c'est une dure épreuve, vous qui le dites en tant que deuxième personnalité de l'État, vous avez occupé le poste de deuxième personnalité de l'État à 3 reprises dans notre pays. Quand c'est vous qui faites cette analyse-là, on peut donc comprendre ce que le président Patrice Talon est en train de vivre aujourd'hui. Et si au cours du chemin,
vous vous retrouvez en tant que politique associé à la gestion du pouvoir d'État. Parce que tout ce que le président Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui, il est comptable. Oui. Maître Adrien Humbegi est comptable du bilan de Patrice Talon. C'est pourquoi il doit garder le silence. S'il y a des choses des choses à reprocher, il y a la formule. Pour moi, c'est assez clair. La formule, ce n'est pas la rue. La formule silencieuse. Je vous donne un autre témoignage pour que vous puissiez mieux apprécier. J'ai apprécié, j'ai déjà apprécié. Je vous demande si c'est la formule silencieuse, la meilleure formule. Je vous donne un autre exemple. L'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, il a pris la parole dans ce même pays pour décrier le mode de gouvernance de Patrice Talon. Mais est-ce que les gens étaient contents? Les gens n'étaient pas contents parce qu'il avait fait. Mais vous l'aviez revu combien de fois sur les plateaux de télévision? Après sa déclaration, combien de chaînes de télévision n'étaient pas prêtes à pouvoir lui permettre de redire davantage? Nous-mêmes qui l'avons reçu en premier, nous avons cherché à le recevoir d'autres fois encore. Il a dit non. Il avait dit ce qu'il avait dit. Le peu que j'ai dit, c'est suffisant. Maintenant, ici, dans le cas de Maître Adrien Humbegi, mais avec Maître Adrien Humbegi, il le dit une première fois. Il fait un caca. Une seconde fois. C'est-à-dire, il le dit et il s'attend à un impact. L'impact, c'est que soit le président de la République lui fasse appel, ou soit au niveau de sa formation politique, on puisse lui dire, bon, ok, entre-temps, on s'était entendu peut-être sur tel nombre de milliards pour que vous puissiez ramener votre parti politique en notre sein. Mais bon, avec ce que vous dites là, ce n'est pas bien. On va essayer de remonter un peu les enchères. Non! Il faut qu'on comprenne qu'on est aujourd'hui à l'ère du système partisan. La réforme du système partisan a déjà pris corps. Donc c'est sur la base des milliards qu'on fait les fusions? Mais écoutez, quand vous prenez le parti a eu un actif. Le parti a eu un actif. Le parti aussi a un passif. Le parti a fait un investissement pendant plusieurs années. Pourquoi on n'est pas allé chercher n'importe qui? Et c'est le PRD qu'on est allé chercher. On est allé chercher le PRD parce que le PRD a investi à la formation de ses militants qui a un coût. Pourquoi aujourd'hui? C'est ça qu'il faut rembourser. Mais il faut le rembourser, bien évidemment. Il faut le rembourser, bien évidemment. La preuve, vous aviez l'État même qui est en train de financer les partis politiques. Un parti politique, ce n'est pas un jeu. Est-ce que vous sautez le point d'interrogation aussi? Je vous dis, aujourd'hui, Maître Adrien Humbegi est en train de travailler à un repositionnement. Malheureusement. Pour qui? C'est pourquoi je dis, il est en train de travailler à un repositionnement. Malheureusement que ce repositionnement n'aura pas d'impact. Pour Éric Ndoté? Pourquoi le repositionnement n'aura pas d'impact? Le repositionnement n'aura pas d'impact parce qu'il n'a plus par devers lui un parti politique. Sur le plan juridique, le PRD n'existe plus. Mais là, les démocrates, ils sont allés lui rendre visite. Vous voyez... Donc, il travaille pour qui? Donc, ok, demain, il va se retrouver avec les démocrates. Et on va dire LDR, c'est ça? LD Renouveau, c'est ça? On n'a pas dit ça. Est-ce que vous sautez le point d'interrogation? Vous pensez un instant que si demain, les démocrates arrivent à avoir même mise sur Maître Adrien Humbegi, il va encore se laisser emporter et accepter... Il n'a pas besoin de déplacer le renouveau. Il peut laisser, le renouveau, il l'a laissé là-bas. Il peut laisser le renouveau là-bas et agir ici. Ok, et puis quand ça ne marchera plus avec les démocrates, il se retrouvera avec qui? Avec Mouel Bénin, c'est ça? Attendez que ça ne marche pas d'abord. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle ne pas reconnaître sa propre identité. Maître Adrien Humbegi est en train de se renier. Excusez-moi du peu, mais Maître Adrien Humbegi est en train de se renier. À 83 ans, on ne se renie pas. Oui, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Ce qui suscite cette indignation et ces propos-là que beaucoup d'entre nous tiennent aujourd'hui, je pense que c'est le fait tout simplement... Vous lui jetez la pierre? Non, attendez, c'est le fait tout simplement que Maître Adrien Humbegi lui-même ne se lève pas et dit « Bon, voilà, chers amis, à partir de maintenant, je ne suis plus de tel bord, je suis désormais de tel bord. » Il faut le dire, il faut clarifier les choses. Mais quand on parle comme si on était... Non, il n'est pas d'un bord. Lui, il est au centre. Il dit ce qui ne va pas. Non, il dit ce qui ne va pas. Écoutez les propos. Écoutez les propos de 2018. Écoutez les propos. Les propos de 2018, c'est pour dire ce qui n'allait pas.
Et si ça ne va pas encore, il le dit maintenant. Et en 2026, si ça ne va pas, il va le dire encore. Mais il a trouvé que en 2018, quand le président de la République travaillait, qu'il avait reçu, il avait hérité d'un pays fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal. Mais ça ne l'a pas empêché, d'accord, puisque le chef de l'État était déjà dans les réformes, ça ne l'a pas empêché de ramener le PRD au niveau de la mouvance. Ça ne l'a pas empêché non seulement de ramener le PRD au niveau de la mouvance, mais surtout d'accepter que l'on puisse faire une fusion avec un autre parti de la mouvance. Qu'est-ce qui vous indigne? Ce qui m'indigne, c'est juste qu'il ne trouve pas le vrai canal pour s'exprimer. En fait, on n'est pas Adrien Mbeki. Il s'est exprimé à la jeunesse. Pour parler à la rue. Il s'est exprimé à la jeunesse, au sommet de la jeunesse. Quand on veut parler à la jeunesse... La jeunesse a besoin d'entendre un octogénaire. C'est un octogénaire, ça, non? Quand on veut parler... Un octogénaire parler. Quand on veut parler à la jeunesse et qu'on ait un repère, il ne faut pas qu'on oublie son identité. C'est ce dont je veux parler, en fait. S'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on oublie son identité. L'identité de Maître Adrien Mbeki aujourd'hui, ce n'est plus le PRD. Est-ce qu'il a dit que c'est le PRD qui est son identité? L'identité aujourd'hui de Maître Adrien Mbeki, c'est l'UPR en politique. Et tout ce que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui dans le pays, c'est l'UPR sur le plan politique qui endosse cette responsabilité. Donc, Maître Adrien Mbeki doit pouvoir endosser cette responsabilité. En gardant le silence. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve... En gardant le silence. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve... En gardant le silence. Non, 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 il y a un jeu. Il y a un jeu de versatilité auquel nos acteurs politiques nous ont habitués. En gardant le silence. Pourquoi vous voulez m'empêcher de dire exactement... Mais vous ne répondez pas à ma question. Mais je vous dis qu'il y a un jeu de versatilité auquel les acteurs politiques nous ont habitués en fin de mandat. Pourquoi il ne l'a pas dit il y a pratiquement 2 ans ou 3 ans? On va écouter. Et c'est aujourd'hui qu'il prend la parole pour dire que ça ne va pas. C'est aujourd'hui que lui, il est dans le pays. D'accord. Voilà, moi je rebondis exactement sur la versatilité et c'est pas quelque chose de très nouveau. Il a dit, quand vous regardez très bien comment est-ce qu'on fait de la politique chez nous, qu'est-ce qui se passe généralement lorsqu'on est en fin de mandat, le plus étonnant, c'est-à-dire que où on a poussé la chose jusqu'à son paroxysme, c'est quand il y a eu la transition et le président Boni Yayi et le président Patrice Talon. Vous voyez comment les choses se sont passées. Il y a des gens qui disaient, si Talon va à gauche, on va à gauche. Si Yahi va à gauche, on va à gauche. S'il dit d'aller à droite, on va à droite. S'il dit pin. S'il dit pin, ça est. Je dis pan. Je vous assure. Et ça, il prenait le président. Le vice-président de l'Assemblée nationale actuelle. Ah, enfin, oui, mais c'est des faits. C'est du factuel. Hector, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Il arrivait même, il avait tellement confiance, le président Boni Yahi, dans cette période-là. Il prenait même le numéro de télévision, les dates dans les ventres des autres. La date. Donc, il était confiant. Ça, c'était une marque de confiance incroyable. Il y avait toutes ces choses-là qui se passaient. Ouais, tout le monde était autour de lui. Et moi, je vous assure, en tant que jeune journaliste dans le temps, j'étais là, je disais, bien malin qui pourra dire qui va gagner ces élections-là. Bien malin qui va me dire que le président Patrice Talon, le président Yahi Boni, ne va pas faire passer son poulain. C'est-à-dire que tout le monde était convaincu. Toute la classe politique, comme un seul homme, était derrière lui. Quand on était à 1 mois, 2 mois, 3 semaines, 4 semaines, est-ce que vous avez vu le revirement? Je parle de tournée kazakh. Est-ce que vous avez vu comment les gens ont changé de langage? Mais j'étais incroyablement surpris. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est de la politique. Oui. Il n'y a plus d'éthique. On n'a plus de dignité. Ouais. On n'a plus rien. Et cette versatilité-là, il faut à un moment qu'on décrit ça aussi. Oui. Au point où certains sont repartis dans leur village et on dit que vraiment, ils ont fait combien 10 ans au pouvoir et que tout est petit. Voilà, vous voyez ça. C'est pas bon. Il y a eu des propos incroyables. Alors qu'avec le monsieur, c'est les mêmes, par exemple, qui ont mis les bâtons. Donc, c'est contre ça que vous. Oui, vous êtes contre cette habitude qui perdure. Oui, il faut qu'on fasse de la politique. Si vous voulez, il faut qu'on soit plus mature. Il faut qu'on ait un idéal en politique. Moi, je le veux. Quand je parle d'idéal, je ne parle pas forcément d'idéologie, mais une vision bien précise. Vous avez fini par me convaincre. Moi, personnellement, je veux qu'en politique, on s'engage parce qu'on veut quelque chose pour ce peuple-là. On
s'engage parce qu'on n'a pas seulement envie de défendre ses intérêts. La politique n'est pas le seul ascenseur social qu'on va utiliser pour devenir un homme comment on appelle, très influent dans le pays, pour devenir un homme qui gagne beaucoup d'argent, pour aller partager le gâteau. Non. La politique ne doit pas servir à ça. Et c'est cela, moi, comment voilà. Mais est-ce que ça va vous étonner de voir qu'après le président Talon, des personnes qui ont travaillé avec lui se lèvent et qui tiennent ses propos encore? Non, oui, ça va vous étonner. Parce qu'ils ont l'habitude et on sera là encore pour critiquer. De la même manière, si jamais quelqu'un dans les démocrates s'amuse également à vouloir aujourd'hui, à la veille des élections, vouloir changer de langage pour dire non, moi je pense que malgré tout, le dauphin du président Talon, moi je pense que c'est le bon, c'est le combat qu'on mène dans les démocrates, je pense que c'est lui et qui veut changer de Kazakh, et qui veut changer de camp au dernier moment parce qu'il voit que bon, le peuple en train... On va le critiquer aussi de la même manière. Donc, on les attend tous de tous les bords. Ce que nous voulons, on veut un peu plus d'éthique en politique. On veut un peu plus de franchise. On veut que les gens y aillent avec l'amour du peuple. Pas seulement écouter quelqu'un qui tient un propos, qui dit que le pays est complètement à terre, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire. Mais vous voulez que la personne réagisse comment? Il va réagir avec comment on appelle, des réformes très chocs, avec des décisions qui vont faire très mal. Et finalement, il réagit, il fait tout. Et quand on voit que, bon, maintenant là, c'est pas possible. Comment moi, comme ça, là, je vais rester là et puis on veut encore changer de camp? Attention, ce n'est pas très intéressant comme ça. Moi, c'est tout ce que je reproche. Donc, pas que chacun n'a pas le droit. Tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit de s'exprimer sur comment on appelle, sur l'actualité politique dans le pays. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense de la gestion de notre État. C'est notre bien commun, c'est notre République, c'est notre patrie. On a le devoir de pouvoir le dire. Et moi, je l'ai toujours soutenu ici. Je veux que les anciens, de temps en temps, viennent au créneau, ceux qui nous ont habitués à les écouter. Il faut qu'ils viennent. Oui, on n'a plus beaucoup de temps. Je suis d'accord. On n'a plus beaucoup de temps. Permettez-moi d'aller en Côte d'Ivoire. Oui, un peu d'éthique, un peu comment on appelle, de responsabilité et de la dignité également. Moi, je pense que c'est important pour comment on appelle. Oui, permettez-moi d'aller en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Bon, je crois que vous avez essayé vous avez décorté cette question. J'ai compris que vous recherchez l'éthique et que vous êtes contre cette façon-là de faire. Lorsqu'on soutient une personne, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas en cours de route lâcher la personne. Oui, c'est quoi l'idéal? Ça se comprend. C'est quoi l'idéal? Voilà, les téléspectateurs vous ont compris. En Côte d'Ivoire, la chicotte qui a failli chicoter le président Ouattara pendant qu'il arrivait au pouvoir, c'est avec cette chicotte qu'il prend pour chicoter Tidjane Thiam maintenant. En ce qui concerne donc les élections qui arrivent, on voit quand même la ferveur autour de ce candidat-là qui représente le PDCI. Et voilà, on voit la justice qui sort une décision comme ça, et puis Tidjane qui dit qu'il ne lâchera pas, qu'il ne se laissera pas faire. Est-ce que nous n'allons pas vers le feu? Nous n'allons pas vers le feu. Mais seulement que je trouve qu'il y a eu de la naïveté de la part de Tidjane Thiam, parce qu'en réalité, quand vous vous préparez à un enjeu aussi important, vous ne tombez pas dans un piège, dans d'éventuels pièges. Il fallait s'y attendre. Il fallait renoncer à cette depuis. Là maintenant, c'est le droit qui a été dit. Mais vous savez qu'il y a une décision qui dit que lorsque vous ne renoncez pas, la justice devait sortir une décision qui atteste que vous n'avez pas renoncé. Cette décision n'existe pas aujourd'hui. C'est vrai que cette décision-là n'existe pas, mais du moment où la Constitution a parlé, il faut l'article 48 de la Constitution, excuse-moi, l'article 48 est bien clair. Si tu vas prendre une autre nationalité alors que tu n'es pas né de cette nationalité-là, autre que la nationalité ivoirienne, immédiatement, tu perds ta nationalité ivoirienne. Ça, c'est l'article 48 de la Constitution ivoirienne qui le dit. Si tu vas chercher une autre nationalité, alors que tu ne l'avais pas avant, pendant que tu naissais, parce qu'il y a des gens, par exemple, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le droit du sol, par exemple. Tu peux devenir ivoirien par alliance. On est d'accord. Ton père devient ivoirien par alliance, par exemple, et toi, on te met au monde, tu es ivoirien, on te l'accorde. Mais si ton père, par exemple, était français, et que lui, il est français. Mais en France, comment on appelle la nationalité aux gens n'est pas automatique. C'est le droit du sol en France. Il faut être né là-bas d'abord,
Vous voyez un peu? C'est vrai qu'on peut te reconnaître ça à la longue à la France parce que ton père était ivoirien, c'était le cas de Tidjane Thiam, mais il n'est pas né en France. Donc, ce n'est pas automatique. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est cela aujourd'hui que les autres utilisent pour pouvoir donc l'évincer. Mais seulement que c'est étonnant quand ça vient un peu du président Ouattara, qui lui-même a souffert de ça. On se souvient du et du ou que Bédié a pris pour le martyriser, lui. Et finalement, c'est ça que lui aussi il utilise finalement pour donc évincer un autre, radier un autre comment on appelle. On a l'impression, je ne sais pas, hein, les tests de la Côte d'Ivoire sont plutôt clairs, mais l'impression, le reflet que ça renvoie, comme ça pourrait renvoyer ça aussi dans d'autres pays, quand il y a des décisions de justice comme ça, c'est que on a l'impression que la justice est instrumentalisée pour permettre une certaine confiscation du pouvoir. Et ça, c'est un peu déplorable. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on lui sort cet article? C'est ma première question. Pourquoi lui-même n'a pas vite fait pour pouvoir régler ce problème-là très tôt? Parce qu'il lui suffisait simplement de renoncer à cette nationalité-là, française-là, au moment où il voulait être candidat. Et ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait ça au moment où il voulait être candidat. C'est après qu'il a fini d'être candidat qu'il a fait. Donc, les autres, lui, non, au moment où tu ne l'as pas fait. Donc, rien que pour ça, nous, on efface ton nom de la liste électorale. Tu ne peux même pas être candidat. Et ce n'est pas tout. Même dans son propre camp, il y avait des gens qui avaient déjà remarqué cela. Oui, il y a la dame Valérie Yapo qui est contre lui, enfin, dans le même camp, au sein même du PDCI, qui, elle aussi, en train de vouloir déposer une plainte pour les mêmes raisons que non, ce monsieur, attention, il n'avait pas renoncé donc, à sa nationalité française. Est-ce qu'elle n'est pas manipulée? C'est fort possible, nous sommes dans l'arène politique, c'est fort possible, les gens en sont capables. On va conclure cette émission, vous n'y trouvez pas de danger, vous ne trouvez pas de feu? Non, je n'y trouve pas de feu parce que l'histoire... Vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste. Il n'y aura pas de peur? Il n'y aura pas de guerre. Non, on ne va pas en arriver là. Je crois quand même que les semaines à venir seront des semaines assez décisives pour nous permettre de comprendre ce qui va se passer pour les élections d'octobre. Il n'y aura pas le feu pour moi parce que je pense que le peuple ivoirien n'est pas prêt. Et de l'autre côté aussi, les partisans du PDCI, je ne vais pas donner d'ethnie pour être... Mais les partisans du PDCI, moi, je ne les vois pas aussi, aussi violents que, par exemple, d'autres partis. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui arrive et qui est quand même assez dommage. Dommage pour deux raisons. Pourquoi M. Thiam n'a pas vu venir cela? Enfin, c'est la moindre des choses. On lit tous la Constitution avant quand même. Voilà. Pourquoi on n'a pas vu venir cela? Et pourquoi est-ce que c'est maintenant les autres aussi lui brandissent cela? C'est pas intéressant. C'est pas intéressant que ce soit en Afrique que ces choses-là se passent régulièrement. Moi, je jette vraiment la pierre aux deux camps, véritablement. Quoi. Vraiment. Et moi, ce qui est le plus étonnant, c'est exactement cette histoire de nationalité qui a frappé Ouattara dans le temps. Souvenez-vous, on parlait du et, de ou, de mais, de et, enfin, on se perdait même dans les choses. Et finalement, c'est Gbagbo qui était venu à un moment sous, donc, comment on appelle, les conseils des autres chefs d'État, et a finalement modifié cette partie-là de la Constitution pour permettre donc à Ouattara également d'être finalement candidat. Et aujourd'hui, bon, on voit que c'est... Aujourd'hui, le vieux Ouattara s'amuse avec le feu encore, vraiment. On espère qu'ils vont trouver des terrains d'entente et que la situation va rentrer dans l'ordre. Espérons qu'ils ne vont pas brûler à nouveau le pays. Qu'ils ne vont pas brûler le pays. Et le plus excusez-moi, hein, ce qui est surprenant, le PDCI, c'est le parti du président Patrice, qu'est-ce que je raconte? C'est le parti du président Houphouët-Boigny, vous savez, le PDCI. C'était son parti de départ. Et au même moment, le parti de comment on appelle, de Ouattara, aujourd'hui s'appelle comment? Le Rassemblement des Oufouettistes. Lui aussi se réclame d'être... donc partisan de Houphouët. Donc c'est deux Houphouettistes en réalité qui se regardent en chien de faïence. Et les autres opposants aujourd'hui les soutiennent. Les Rosines, qu'est-ce que je raconte? Madame Gbagbo, Madame Gbagbo, l'autre qui est revenu de la CPI, le jeune de Gbagbo qui est revenu de la CPI, Blé Goudé, tout ce monde-là, ils sont tous derrière lui aujourd'hui. Même les députés du PPACI, c'est-à-dire le parti de Laurent Gbagbo, sont derrière Tidjane Thiam aujourd'hui. C'est un peu bizarre. Les Houphouettistes se déchirent. Et c'est les autres qui ne sont pas au fouet, qui sont derrière. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Directeur Zogo, vous êtes journaliste, analyste politique, vous êtes essayiste, vous êtes écrivain, vous êtes. Et merci à vous, Oumar. Vous êtes journaliste, ça va, ça suffit. Vous aussi, vous êtes journaliste, c'est bon. Vous n'êtes pas écrivain. Oui, même analyste politique, à un moment, je vais vous demander de rayer ça. Vous êtes biologiste. Oui, ça par contre, c'est ma formation de base. Je suis biochimiste. Biochimiste, vous êtes biochimiste.
Mesdames, Messieurs, merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé, oui, vous le savez, de la visite des députés LD à Maître Adrien Oumbédi. Et on s'est interrogé, est-ce qu'un repositionnement possible politiquement parlant pour 2026, certains ont sauté le point d'interrogation, d'autres pensent que oui, c'est un repositionnement. Alors Tidjane Thiam, on en a parlé, Tidjane Thiam, radié donc de la liste électorale par la justice ivoirienne. On souhaite que vraiment les partis se comprennent et qu'on ne brûle pas la Côte d'Ivoire. Et c'est sur donc ce message que nous clôturons cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. C'est Marcel Yedo qui l'a réalisé, mesdames, messieurs, avec derrière la table à 1000 boutons pour le son. C'est Emmanuel Agbodjelou. Bonne suite de nos programmes. Bon week-end à toutes et à tous. Portez-vous bien.